Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, bienvenue sur Leadershift. Cette semaine, un épisode particulier puisque j'ai la joie, le plaisir, le bonheur de recevoir Pamina et Suzanne. Bonjour mesdames. Bonjour Vincent. Vous vous souvenez que nous avions déjà discuté d'un certain nombre de sujets ensemble. Nous nous étions en particulier retrouvés il y a quelques années pendant la crise du Covid pour faire une étude, un petit peu voir comment les gens réagissaient à cette crise du Covid. Et nous, par hasard, nous avons rediscuté d'un certain nombre de sujets il n'y a pas longtemps. On avait l'impression qu'il y avait une espèce de crise en cours, mais bon, je ne vais pas faire toute la discussion maintenant tout seul. Est-ce que vous voulez vous présenter à nos auditeurs? Pamina? Oui, avec plaisir. Pamina, je suis médiatrice et coach d'entreprise depuis 5 ans avec Suzanne. Grand plaisir. Et mon background, c'est de l'économie de la santé. J'ai fait de la gestion de projet longtemps dans les hôpitaux. Et c'est de là qu'est venue cette idée de gérer les conflits dans les entreprises. Mm-hmm. Merci. Suzanne? Oui, Suzanne Bongers. J'ai fondé l'entreprise qui appartient maintenant aussi à Pamina, qui s'appelle Be Companion, et on fait de la médiation, du coaching, leadership coaching, et on a aussi la vue sur l'organisation parce qu'on croit que ça joue un rôle très important. Et je suis en même temps enseignante et responsable du programme de formation de médiation à l'université des sciences appliquées à Lucerne en économie, et j'aime bien m'occuper de l'enseignement aussi. Mm-hmm. Parfait, merci beaucoup. Donc il y a quelques semaines, on parlait de cette espèce de sentiment bizarre qu'on avait, vous et moi. Moi, j'ai appelé ça le constat d'un affolement généralisé, comme si les gens étaient un peu perdus finalement. Personne ne le dit comme ça, mais une espèce de tension permanente. Et je voulais que vous nous expliquiez quels sont comment est-ce que vous sentez cette situation actuellement? Je peux commencer. Moi, ce que je constate en ce moment, c'est que les individus se replient sur eux-mêmes un petit peu, comme si ils avaient du mal à gérer leurs émotions ou ce qui se passe dans le monde ou même dans les entreprises. Et donc, c'est un mécanisme de protection, et donc c'est un certain repli sur soi. Moi, je me demande qu'est-ce que les gens ont besoin, qu'est-ce que les entreprises ont besoin. Mm-hmm. Oui, et je peux peut-être rajouter, j'ai eu une discussion il y a quelques semaines avec une collègue de l'Université des sciences appliquées. Elle est de la Pologne et ses parents vivent pas trop loin de la frontière, Pologne-Russie. Et Ukraine. Et c'était encore avant qu'il y avait toutes ces drones qui se baladaient. Et elle m'a dit, quand je suis chez moi ou quand je parle avec mes parents, ils font comme rien n'était. Et je vois aussi un peu tu as dit affolement d'une part, que je sens moi aussi, mais qui n'est pas souvent prononcé. Et d'autre part, je sens aussi le fait d'être paralysé un peu et comme Pamina a dit, de se replier sur soi-même dans son petit monde carré, faire ces trucs journaliers qu'on a à faire et pas trop réfléchir. Peut-être aussi ignorer les nouvelles ou s'y plonger trop. Il y a deux pôles que je vois qui, où je dirais, qui sont un peu malsains si on se jette sur un. C'est intéressant parce que c'est vrai que il y a un peu ces deux côtés, et pendant que tu parlais, je me disais mais oui, effectivement, il y a peut-être d'un côté des gens qui s'occupent ou qui se préoccupent ou qui s'inquiètent, dont je fais malheureusement partie. Et puis c'est vrai, il y a des gens autour de moi, business as usual, hein.
Salut, ça va? J'ai fait mon petit week-end à Dubaï. Je suis allé faire mon shopping à Milan. Aucun problème nulle part. Donc c'est vrai qu'il y a cette espèce de dichotomie, de polarisation. Et du coup, alors ça, ce serait intéressant parce que pendant la Covid, on a vécu cette polarisation avec des gens qui considéraient que finalement circuler, il n'y a rien à voir. De toute façon, on l'aura tous. Ils avaient pas forcément tort, ces gens-là. C'est juste dans quel rythme on va tous avoir le Covid. Et puis l'autre côté, des gens dont je faisais partie, qui se préoccupaient de savoir mais comment ça va aller, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va penser, etc. Et c'est vrai que cette dichotomie-là, elle est intéressante. Professionnellement, moi, je note un manque d'engagement et de réponse de la part des gens à diverses sollicitations. Les gens n'ont pas le temps. J'étais au salon RH la semaine dernière. Il y a eu moins d'affluence que les autres années, alors que il y avait des sujets qui étaient vraiment intéressants. Donc, qu'est-ce que vous observez, vous, concrètement, au niveau professionnel? Bon, d'abord, on peut dire que les activités professionnelles sont calmes et j'ai beaucoup de collègues qui sont entrepreneurs aussi, un peu dans le même domaine, ou d'autres aussi, ou dans les domaines techniques, qui disent il y a un retien de prendre des décisions. Les gens attendent ce qui se passe. Et ou les entreprises, il faut dire, c'est pas souvent pas des individuels, mais ce sont des groupes qui prennent des décisions de ne pas décider, ou qui attendent. Ça, j'observe aussi, surtout pas les gens qui sont employés, ils attendent les prochaines vacances où on peut un peu fuir des décisions et il y a un peu cette tendance. Mmh. Et en même temps, moi, ce que j'ai déjà entendu de certains team leads ou des chefs d'entreprise qui me disaient, ils avaient l'impression que tout le monde avait des burn-out, tout le monde avait du stress, tout le monde c'était ce que tu parlais un peu au début, Vincent, cet affolement, une certaine tension qui est là, que moi je remarque où il y a, comme tout le monde a ce stress, vit dans le stress constant, et beaucoup plus que ce qui est normal. Il y a toujours un stress, mais pas aussi exagéré que je sens en ce moment. Ouais. Et j'ai aussi l'impression, parce que tu as mentionné le Covid, et c'est là qu'on a eu notre première conversation, c'est que les gens ne se sont pas remis du Covid, je trouve, ou la société, il faut dire. C'est souvent pas les individuels, mais c'est l'ensemble qui n'a pas trouvé un moyen comment mettre cet épisode dans notre histoire, et où il y a des tendances qui se sont accélérées maintenant, des tendances politiques aussi qu'on voit, et où on se demande où est-ce que ça va mener. Et d'ailleurs, je pense souvent aux périodes avant-guerre, avant la Première Guerre mondiale et avant la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait une même ambiance, et je peux en parler un peu plus tard si tu veux. Alors, c'est vrai que cette idée pas de fin du monde, mais de fin de règne, on sent un peu la fin d'une période, honnêtement, et il n'a pas fallu grand-chose pour la faire basculer, notre civilisation de l'autre côté, enfin dans cette prochaine phase. Et moi je me disais, mais c'est ok, c'est pas possible que un événement, alors certes qui nous touche, mais en Suisse d'un peu plus près qu'avant. Merci Mr. Trump. Mais on n'est pas affamé. Je veux dire, on n'est pas à Gaza, on n'a pas. Mais je me disais, comment est-ce que quelque chose d'aussi global, d'aussi diffus finalement, pourrait atteindre les gens dans leur travail, dans leurs décisions. La paralysie décisionnelle dont tu parles, Suzanne, c'est vrai que je la vois chez quelques-uns de mes clients, mais je la vois aussi chez des gens, des individus, des familles peut-être, qui disent « Ah, on sait pas si on va ». Donc, cette espèce on retrouve cette polarisation d'un côté des gens qui font comme si de rien n'était, de l'autre côté des gens qui finalement
subissent finalement cette négativité. Mhm. Oui, et si je peux juste revenir à la parallèle, parlons maintenant de la Deuxième Guerre mondiale. Je viens de lire un livre sur des écrivains qui ont quitté l'Allemagne et qui sont allés en Belgique, à Ostende, et une partie se connaissait déjà avant. Et l'écrivain a décrit, et il a recherché beaucoup historiquement dans les lettres, etc., l'ambiance qu'il y avait entre ces écrivains. Et la question comment résister au développement qui se passe. Est-ce qu'il faut fuir? Bon, ils avaient décidé d'aller en exil. Il y en avait d'autres qui restaient encore en Allemagne et essayaient de s'intégrer dans le système et de vendre leurs livres quand même. Et après, ils ont réalisé que les livres étaient brûlés, etc. Donc, quoi faire? C'est ça la question. Comment se mettre dans cette crise? Et il y en avait un couple qui se sont retrouvés là-bas et ils ont bu de l'alcool et ils ont écrit. Toutes les journées se passaient comme ça, avec pas mal d'alcool déjà au matin, et écrire. Donc, un peu aller dans cette hyperactivité qui leur restait à la fin. Ouais, c'est intéressant. Alors, on a terminé. J'avais, dans la préparation de cet épisode de podcast, j'avais fait des scènes avec un entracte. On n'est pas encore à l'entracte, mais on a terminé la scène 1. Et la scène 1, c'était quelles sont nos observations. Mais du coup, pour pouvoir décider quoi faire, et je pense qu'effectivement, c'est la question qui va nous occuper une bonne partie de cet épisode. Je voulais juste qu'on puisse se demander peut-être quelles hypothèses est-ce qu'on peut faire sur ce qui provoque ces observations. Donc cette polarisation avec d'un côté des gens business as usual, de l'autre côté des gens inquiets qui se demandent quoi faire. Quelle est la cause de ces observations, à votre avis, Pamina? Qu'est-ce qui fait que les gens réagissent de cette manière, à ton avis? Moi, je pars un peu je partirais de voir les émotions, peut-être. On a tous ce besoin de connexion entre nous, et je crois que c'est justement dans ces crises où c'est dans la crise même on arrive, et après quand on sort de la crise c'est peut-être un peu difficile. J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé aussi les dernières années. Mais au fond, mon hypothèse ce serait que on a beaucoup de mal à gérer nos émotions à nous. Qu'est-ce qui se passe? Et ça provoque, ce qui se passe dans le monde, ça provoque des choses. Et quand on n'arrive pas, nous, à gérer nos émotions, c'est là que ça se passe. On écoute moins les autres, on arrive moins à avoir de l'empathie. Elle baisse. C'est comme si on est axé sur soi-même, sur ce qui se passe sur soi. Et c'est là que ce phénomène, il se passe quand on ne prend plus des décisions. On est vraiment axé sur soi-même. Et moi, ce serait mon hypothèse que c'est un peu que la coopération est difficile parce qu'on a du mal à gérer ses propres émotions. Oui, et la paralysie est la forme ultime de la peur. Hein. Donc, voilà. On dit toujours the deer in the headlights. Hein, c'est le cerf au milieu de la route qui est complètement, qui est illuminé par nos phares de voiture et qui se paralyse et qui s'arrête. Voilà. Donc une espèce de manque de régulation émotionnelle. Ok. Oui. Ouais. Et je peux peut-être rajouter que dans les situations de conflit ou de stress ou d'attaque, et c'est ce que nous apprenons dans les cours de médiation, c'est que nous avons 3 manières de réagir. C'est paralyser, c'est attaquer, hyperactivité, ou c'est fuir. Fuir, voilà. Donc, je crois que, merci beaucoup Vincent, je crois que nous pouvons observer ces 3 comportements et qui sont tout à fait naturels. Ça fait partie de notre être humain et ça date d'un long passé de nos ancêtres, mais c'est toujours encore la structure de notre cerveau
comment nous réagissons. Et je crois que on n'a pas besoin de critiquer ça, mais on a peut-être aussi le moyen de dépasser ce genre de réactions, de les observer et de faire un autre pas. Peut-être. Donc en fait, il n'y a pas 2 pôles, il y en a 3. Il y a le fight, hein, donc la réaction de combat, la réaction d'agressivité. Il y a la réaction du flight, qui est la réaction de peur. Et puis, il y a le freeze. Et ce qu'on a dit, en fait, c'est que on avait, pour l'instant, les 2 pôles identifiés, c'était le freeze et le flight. Donc, ça veut dire que d'un côté, des gens qui fuient, hein, donc sous-entendu qui disent business as usual, pas de problème, je vais faire mes voyages, mes activités, etc. Il y a rien qui change. De l'autre côté, des gens qui disent finalement, je suis paralysé, je ne décide plus, je ne prends plus de décision, je fais aucune décision budgétaire, par exemple, si je suis un cadre dans une entreprise. Et donc, pour ce 3e pôle, le pôle du combat, je vous propose qu'on fasse l'entracte et puis qu'on parle de quelque chose qui m'est venu à l'esprit lors de notre dernière discussion. J'ai lu récemment et j'ai travaillé avec mon fils un petit peu sur le mythe de Sisyphe. Alors, dans la mythologie grecque, Sisyphe, c'était le roi de Corinthe, célèbre pour sa ruse et son intelligence. Donc, quelqu'un de relativement proche des dieux, si on veut bien, hein, de ce côté-là. Et donc, comme il est proche des dieux, il défie les dieux à plusieurs reprises, et donc il est condamné à un châtiment éternel. Pousser un énorme rocher en haut d'une montagne, en haut d'une colline. Mais à chaque fois que le rocher arrive en haut de la montagne, eh bien, la pierre roule inévitablement vers le bas, l'obligeant à recommencer sans fin. Le mythe de Sisyphe, c'est le mythe de cette personne qui doit travailler à la même tâche, toujours. Et donc, ça n'a aucun sens. Et donc, un de mes auteurs favoris, Albert Camus, pose la question, mais quel sens est-ce que ça a ? Et il dit, c'est absurde. Cet état de fait est complètement absurde. Pourquoi ? Parce que l'absurde, selon Camus, c'est la confrontation entre le besoin humain de comprendre ce qui se passe et l'indifférence totale du monde. Le monde s'en fout, entre guillemets. Le monde, il est le monde. Il vit sa vie de monde. Et nous, on est là, petits humains au milieu, on essaie de comprendre ce qui se passe. Et donc, face à cette absurdité, Camus donne 2 options. Le suicide, qui est la fuite ultime, ou l'évasion dans l'illusion, qui est aussi une forme. Et ça, moi, je retrouve là-dedans notre business as usual, hein, des gens qui disent non, mais bon, il se passe rien, tout va bien. Et donc, Camus propose au contraire, entre guillemets, d'imaginer Sisyphe heureux. Ça veut dire que la grandeur de Sisyphe réside dans sa lucidité et sa révolte, fight. Et donc, en acceptant l'absurdité de la condition humaine, en persévérant malgré tout, Sisyphe donne un sens à sa vie par l'acte même de vivre et de lutter. Alors, scène 3, c'est quoi lutter pour nous dans un cadre comme celui dans lequel nous vivons aujourd'hui ? C'est quoi lutter ? Oui, ça c'est une très bonne question. Bon, il y a beaucoup de raisons de lutter en ce moment. Lutter contre des systèmes politiques. Bon, en Suisse, je crois qu'on est encore dans une situation de paradis, je dirais. La démocratie fonctionne encore, mais je crois que le lutter, c'est dans le quotidien. Moi, je le vois dans le quotidien, de lutter contre ces émotions, comme Panmina le décrit, qui paralysent ou qui donnent une réaction peut-être d'agressivité, que je vois dans ce contexte un peu plus comme hyperactivité. Et je crois que balancer ces pôles, ces différents pôles, pour moi, c'est ça lutter. Lutter contre toutes ces émotions en ce moment. On peut dire, bon, c'est aussi dans ton petit monde d'émotions, mais je crois beaucoup à l'influence d'exemples comme Sisyphe, c'est un exemple pour nous. Et je crois que nous, comme en étant consultants, nous devons donner un exemple aussi. Et moi, ce qui me vient à l'esprit aussi quand c'est cette question de
de pensée binaire, qu'on a la tendance à vouloir choisir entre noir et blanc et vrai ou faux. Et c'est ce qu'on voit aussi, enfin ce que je vois aussi beaucoup de cette agressivité dans les réseaux sociaux, c'est on veut choisir un pôle. Et je lis beaucoup Brené Brown et elle parle beaucoup de paradoxes. Et pour moi, c'est ça, lutter, c'est d'accepter qu'il n'y a pas de vrai ou de faux ou de blanc et noir, qu'il y a beaucoup de couleurs et qu'on n'a pas la vérité et que enfin c'est ce qu'on voit dans la médiation aussi, il y a beaucoup de versions différentes et la question c'est pas de trouver la vérité, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, mais d'accepter qu'il y a des émotions différentes, qu'il y a des observations différentes, qu'il y a qu'on n'a pas la question à tout. Et pour moi c'est ça aussi, lutter, d'accepter qu'il y a les émotions qui sont très paradoxes en soi, qu'il y a des choses qui se passent dans le monde qui sont très très bizarres et d'accepter qu'on n'a pas la solution et qu'on ne sait pas où ça va. C'est un peu ça, vraiment d'accepter que c'est comme ça et de pas chercher la solution facile à des choses complexes parce que ça n'existe pas. Mmh. Alors c'est intéressant parce que abandonner la vérité, accepter que ce qui s'est passé, aller de l'avant, c'est effectivement une forme de rébellion contre entre guillemets contre l'ordre établi. Et c'est vrai que concrètement, du coup, ça veut dire que quand on va chez un client, qu'est-ce qu'on fait du coup? Ça veut dire qu'on essaye de lui présenter une alternative aux deux alternatives évidentes, hein, entre le flight et le freeze, donc entre la paralysie et la fuite. Donc on avait parlé, je crois que c'est l'une de vous deux qui était arrivée à cette phrase de semer de l'information constructive dans les systèmes. Alors les systèmes dans le sens théorique du terme, dans le sens une organisation, un ensemble de personnes qui interagissent. Qu'est-ce que ça veut dire favoriser semer de l'information constructive? Comment est-ce que vous voyez ça, vous? Moi, je peux dire que semer l'information constructive, ça veut dire ouvrir l'espace d'options. Parce que, comme Pamina l'a décrit, nous avons la tendance en noir et blanc où il n'y a que deux moyens. Non, il y a 1000 moyens de s'approcher et d'ouvrir cet espace de possibilités. Et je crois que cet espace s'ouvre aussi quand on prend l'aspect du temps, l'aspect temporel dans le système. Parce que dans la théorie du système, on parle de 3 différents éléments et c'est les faits. Comme les faits, nous les connaissons. Il y a plusieurs crises en même temps. Il faut pas élaborer là-dessus. Il y a l'aspect social que nous avons déjà discuté, les émotions, les réactions vis-à-vis des faits qui sont difficiles en ce moment. Et il y a aussi l'aspect du temps. Et nous oublions très souvent cet aspect du temps, que nous sommes paralysés par les faits de ce moment qui nous apparaissent importants. Et nous ne sommes pas capables de voir tout ça dans une longue durée et de voir qu'il y a plusieurs couches de temps en même temps. Et je reviens toujours à la Deuxième Guerre mondiale, excusez-moi, mais qui a pu s'imaginer, après cette atroce période, que 15 ans après, il y a le président de la France, Charles de Gaulle, et Adenauer, qui commencent une amitié et qui ouvre un espace d'amitié entre ces deux pays qui mène à des échanges d'élèves. Moi, j'ai fait aussi partie de ça. Ma sœur s'est mariée avec un Français qu'elle a connu là. Et son arrière-grand-père était tué par des Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Alors qui a pu s'imaginer ça? Donc, peut-être aussi prendre une vue plus longue après
peut-être 28 aussi, de voir, peut-être il y a quelque chose de complètement différent qui arrive que nous ne pouvons pas voir en ce moment. Et, Oui, peut-être et juste, mais ça, 2028, c'est la fin du mandat de Trump. Je pense que c'est à ça que tu fais allusion. Donc c'est même fin voilà. 27, hein. Et C'est fin je 27. sais qu'il y a des casques maintenant. Ouais. C'est pour ça que je parle de 28. Voilà, donc je crois qu'il faut vraiment aussi prendre cet aspect et en même temps, et ça je crois c'est l'intelligence de Sisyphe, faire son petit truc heureux comme Camus le commente. Et je crois que peut-être Sisyphe a pris l'énergie de pousser ce rocher ayant en même temps cette longue vue et cette petite vue du travail quotidien. En même temps, je crois il doit avoir, ou non, comment dire en français, et je crois qu'il a eu ces couches de temps différents en soi, Donc en poussant cette quand il pierre. pousse sa pierre, il n'a pas le regard au sol, il a le regard par-dessus le rocher. On pourrait l'imaginer comme ça. Il regarde loin devant, mais il sait que loin devant, la pierre va retomber en bas de la colline, mais c'est pas grave, il continue à regarder devant, mais en même temps, il pousse son rocher. Ça veut dire c'est pas qu'il pousse plus le rocher et qu'il regarde juste au loin, hein, comme ces belles images avec des couchers de soleil, etc., les gens qui regardent au loin. Il est pas, on évite de nouveau en rhétorique, on appelle ça une fausse dichotomie. Ça veut dire le piège de dire aux gens, tu es avec moi ou contre moi. Tu es pour ou contre. Non, moi j'ai des nuances de gris, peut-être pas 50, mais un certain nombre de nuances de gris au milieu, et on peut imaginer Sisyphe effectivement dans cette espèce d'entre-deux. Enfin, c'est pas entre deux, il fait les deux en même temps. Hein, il est à court terme en même temps, il fait son petit truc, et en même temps il regarde au loin, et il se projette plus dans le futur. Oui, je crois que les gens doivent parler du futur en long terme aussi. Parce que sinon, on reste dans la panique du quotidien en ce moment. Et c'est quelque chose d'ailleurs que j'apprécie beaucoup en Suisse. Les Suisses ont cette capacité de regarder en long terme, de ne pas se laisser stresser. J'apprécie cette qualité. Ouais. Pamina, concrètement, cette double action, comment est-ce que demain tu vas voir un client qui te demande vite une médiation parce qu'il y a un conflit super critique pour son entreprise? Qu'est-ce que ça voudrait dire d'avoir cette attitude il faudrait qu'on la qualifie d'ailleurs, hein, je sais pas comment est-ce qu'on peut la qualifier, mais comment tu ferais en fait? La base de notre travail, c'est l'empathie, c'est de essayer déjà de chercher qu'est-ce qui se passe chez la personne. Au lieu de chercher tout de suite des solutions, d'aller vite, de se laisser entraîner par cette rapidité, par ce stress, c'est vraiment d'essayer d'abord de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, c'est ce que Suzanne disait tout à l'heure, d'essayer de chercher avec la personne quelles sont les autres options entre noir et blanc. Souvent, les gens ils viennent nous voir et ils nous disent on a besoin de ça. Et c'est d'abord remettre en question est-ce que c'est vraiment ça que vous avez besoin? Et c'est aussi souvent, c'est ce qu'on fait aussi toujours dans la gestion de conflits. On essaye d'enlever cette rapidité, ce rythme, de mettre un peu de lenteur dans les choses. Et c'est aussi ce qu'on fait dès le premier entretien avec une personne, c'est ça qu'on fait. Donc essayer vraiment de comprendre, de voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Ouais. Autre métaphore possible, nous allons voir quelqu'un qui est en train de tourner dans la proverbiale roue du hamster. On va lui tendre la main. S'il prend notre main, on va l'aider à descendre de la roue du hamster pendant quelques minutes, quelques heures. Et après, il choisit, il va vraisemblablement devoir retourner dans la roue du hamster, mais peut-être qu'il regardera au loin quand il sera dans sa roue, plutôt que de simplement continuer à regarder ses pieds qui sont en train de courir très très vite sur cette roue. Ouais. Ouais, l'empathie comme outil finalement dans ce cadre-là. Et je peux peut-être rajouter que dans ces situations où peut-être une entreprise est en risque de réputation, etc., il faut être là
il faut être présent très vite, ça oui, et en même temps, il ne faut pas commencer trop vite, parce qu'il faut d'abord voir est-ce que l'organisation est prête pour ça, est-ce que les gens sont là, est-ce qu'ils veulent vraiment une médiation, parce que faire une médiation, ça veut dire on veut continuer avec les gens qui sont là et on veut donner une chance à tout le monde. Et ce risque de réputation, il est là. Il faut peut-être faire un premier accord sur quoi faire, mais il ne faut pas commencer trop vite non plus pour ne pas venir dans le même rythme de stress où il y a les gens. Ça, j'ai appris aussi en plusieurs cas. Oui, ce qu'on observe, on en a déjà discuté, Suzanne, c'est ce qui se passe, c'est que les gens ils viennent nous voir avec cette urgence. Il y en a besoin, c'est la semaine prochaine, dans 2 semaines, il faut absolument, on a besoin de ça. Et juste le fait de leur parler, de leur proposer des options, de créer des perspectives, ça enlève cette urgence, ça enlève ce stress. Et c'est pour ça que je parle beaucoup d'empathie, parce que c'est ça qu'on fait au final, c'est de leur montrer elles sont là, tes émotions, et ça, c'est pas grave, et elles ont le droit d'être, et ça enlève cette charge émotionnelle. C'est comme si on leur retire juste le fait d'écouter et de leur autoriser, ça enlève cette et ça ouvre des perspectives qu'avant, comme tu dis, ils étaient dans la roue de hamster, et soudain ils voient le système de nouveau, et c'est ce qu'ils faisaient pas avant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que la peur a tendance à focaliser, donc à réduire le champ de vision. Et donc c'est vrai que si on aide les gens à faire cette régulation émotionnelle, ça va réouvrir le champ de vision, ils vont revoir des possibilités, ils vont regarder le système de nouveau. Et je pense que c'est particulièrement utile pour les dirigeants, les dirigeantes, parce que je peux imaginer, on a beaucoup parlé en mal de nos conseillers fédéraux. KKS a très très mauvaise presse ces temps parce qu'elle a entre guillemets raté les négociations avec Trump. Mais je peux imaginer le quotidien de cette femme qui a une crise toutes les 2 secondes, et comment est-ce qu'elle fait pour conserver ce recul nécessaire, continue à faire sa régulation émotionnelle pour prendre entre guillemets des décisions de la bonne manière. Donc peut-être un petit peu de mansuétude ou de compassion pour nos dirigeants, nos dirigeantes, mais aussi pour nos dirigeantes en entreprise. Et je pense que notre rôle, à nous 3 en particulier, c'est aussi de les aider à faire ce pas en arrière. Les anglo-saxons ont cette jolie image de dance floor and the balcony. Et on en avait beaucoup parlé avec mes collègues anglaises avec qui j'avais fait une autre étude pendant la Covid. C'était la capacité des gens à grimper sur le balcon, à rester sur le balcon quand c'est nécessaire, plutôt qu'à être dedans en train de paniquer ou de faire des choses qui n'ont aucun sens. Et c'est vrai que je boucle avec le début de notre entretien, cette dimension de la crise permanente ferait que les gens pourraient rester bloqués on the dance floor, en bas, plutôt que de dire non, il faut que je prenne 5 minutes et que je monte pour voir le système, voir les options, comme on disait avant. Oui, en plus souvent c'est pas une personne seule qui est responsable pour Bien sûr. Cette entreprise, c'est un groupe, un board, peut-être quand il y a le risque de réputation. Et tu vois aussi souvent que il y a plusieurs idées différentes. Comment faire, par exemple, si vous faites la médiation, on sait après qu'il faut licencier. Donc il y a des idées très différentes comment procéder dans cette crise. Et ça, c'est, je trouve, c'est très exigeant d'analyser la situation avec tout un groupe derrière, mais souvent nous avons 1 ou 2 personnes avec lesquelles nous discutons, et eux, ils doivent transférer ça dans leur groupe, et ça, c'est assez demandant. Ouais. Scène 4, notre conclusion de cette discussion, de notre conversation. Qu'est-ce que nous retirons pour nous, consultants, certes, mais par rapport à notre rapport et notre rapport aux clients qui sont les nôtres. Pamina, peut-être? Je crois que je reviens principalement à ce que tu as dit tout à l'heure, Vincent. Nous sommes surtout et principalement en contact avec les dirigeants, et leur responsabilité, c'est de s'occuper des employés.
Et donc le rôle que nous pouvons leur jouer ou ce que nous pouvons leur apporter, c'est vraiment leur aider à rester sur ce balcon, de garder cette vue dans la crise, parce que je pense que c'est une crise qui dure depuis une crise dans une crise dans une crise, et on est probablement toujours dedans, et de leur donner ce soutien pour qu'ils puissent s'occuper des choses, prendre des décisions, et un peu de les sortir de la dance floor, comme tu disais, de les ramener sur le balcon. Je pense que c'est ce qu'on peut leur donner. Oui, je crois aussi de leur donner une vue sur tous les facteurs influant la situation, et de les aider à réfléchir, à analyser et à développer une bonne stratégie qui va dans des petits pas, mais qui a aussi cette longue vue. Où on se pose la question, où est-ce qu'on sera dans 5 ans? Parce que le monde sera différent, nous ne savons pas comment ça sera le monde, mais quand même de réfléchir où est-ce qu'on veut être là. Peut-être on peut influencer cette situation. Et après dire, OK, qu'est-ce que ça veut nous dire pour aujourd'hui? Comment est-ce qu'on pousse la pierre? Et comment est-ce qu'on continue dans notre situation quotidienne, en sachant un peu ce qui nous influence en ce moment? Parce que si nous connaissons les facteurs influençants, nous pouvons aussi les réduire. Émotionnellement, nous pouvons les réduire, nous pouvons dire, OK, on le sait, mais bon, on fait quand même. On pousse quand même la pierre. Ouais. Moi, je retiens très fort cette idée de rébellion contre cette fausse dichotomie de je suis paralysé ou je fuis. Et puis, cette idée d'information positive, d'amener, pas du positif justement, on avait commencé avec positif, mais du constructif. Et peut-être que pour moi, devant l'absurdité de ces crises qui s'enchaînent, qui n'ont plus aucun sens, je pense que le lien avec les gens, la question, l'empathie, le souci des personnes, je pense peut être quelque chose ça devient un vrai combat. Ça paraît bizarre de le dire comme ça, parce qu'on se dit mais finalement le lien est naturel chez les humains. Ben oui, peut-être moins, peut-être d'une manière différente, mais de continuer à nous battre pour avoir cette qualité relationnelle avec les gens, peu importe finalement le nombre ou la qualité ou la quantité des crises que nous vivons. Je voulais vous remercier à toutes deux d'avoir participé à cet épisode. Il a été plus long que d'habitude, chers auditeurs, mais ça, vous le savez, c'est toujours comme ça. Quand on a des invités passionnants, on passe plus de temps. Merci Pamina, merci Suzanne. Merci Vincent. C'était un grand plaisir, comme d'habitude, de parler avec toi. Merci, pareil avec vous. Chers auditeurs, à la semaine prochaine. Bye bye.